puis le petit-fils. Donc toute ma famille, Arnaud mon Cabelgen, petit-fils, petit-fils de mon grand-père, et l'arrière. Bonjour, Thomas Cabelgen Bonjour madame. et Delphine Cabelgen. Petite fille. Ah, super. C'est bien. On est ravis de ce qui est organisé. Garde-vous. Présentez. Oh. Monsieur le préfet, monsieur le ministre, mesdames et messieurs les élus, monsieur le directeur adjoint de la direction départementale de la police nationale, monsieur Cabelgen et la famille Cabelgen, monsieur Schell, fils du lieutenant Schell, mon grand ancien du Britannique, matricule 6446B, et la famille du lieutenant Schell, mesdames et messieurs, chers camarades. Écoutons la supplique de Maurice Genevoix dans Ceux de 14. Pitié pour nos soldats qui sont morts. Pitié pour nous vivants qui étions auprès d'eux. Pour nous qui nous battrons demain. Nous qui mourrons. Nous qui souffrirons dans nos chairs mutilées. Pitié pour nous, forçats de guerre, qui n'avions pas voulu cela. Pour nous, tous qui étions des hommes et qui désespérons de jamais le redevenir. Une génération sépare les poilus de la Grande Guerre, la der des der, de ceux de la Deuxième Guerre mondiale. Quel sens donner à ces sacrifices, à ces morts? L'épreuve de l'occupation entre 1940 et 1945 est l'une de celles qui ont le plus marqué la gendarmerie, confrontée à une situation complexe et redoutable. Le métier des gendarmes n'était pas à cette époque facile. Partagé entre le devoir d'obéissance et l'exigence patriotique, ils s'exposaient, quel que soit leur choix, à de graves dangers. Gendarme à la brigade de Taninges en Haute-Savoie en 1943, Henri Berthommieux évoque le climat qui régnait à l'époque. Nous étions, indique-t-il, menacés de toutes parts, par l'occupant, par les collaborateurs, par certains de nos chefs, par les gens du service d'ordre légionnaire, par la milice et même parfois par certains maquisards qui ignoraient nos relations avec la résistance. Le 8 août 1944, vers 15h, au niveau du tunnel, sont tombés 3 militaires de la gendarmerie. Le gendarme stagiaire Durier, le gendarme Cabelgen et leur chef, le lieutenant Schell. Le 6 juin 1944, les Alliés débarquent en Normandie. À partir de cette date, Le Mans fait l'objet de multiples bombardements. 25 attaques aériennes sont recensées entre le 31 juillet et le 7 août 1944. Le bombardement du 6 août, à 14h45, fait 11 morts et 46 blessés. 10 appareils larguent des bombes sur la ville. Dans la nuit du 7 au 8 août 1944, les Allemands plient bagages et s'apprêtent à fuir. Ce mardi 8 août 1944, vers midi, les premiers chars américains, arrivés de Laval et de Sablé, sont aux portes du Mans, sur la rive droite de la Sarthe. La ville, évacuée en grande partie par les unités allemandes, compte encore de nombreux îlots de résistance qui s'efforcent de retarder l'avance alliée. Cependant, sentant la partie perdue, les Allemands minent et font exploser les ponts, provoquent des incendies, et des tireurs embusqués s'en prennent à la population civile sur laquelle ils ouvrent systématiquement le feu, au mépris de toutes les lois de la guerre. Informé de ces faits, le lieutenant Louis Schell, adjoint du commandant de compagnie de la Sarthe, décide d'intervenir et demande des volontaires pour l'accompagner dans cette mission périlleuse. Parmi les nombreux volontaires, il choisit le gendarme Cabelgen, gendarme ancien et expérimenté, et les gendarmes stagiaires Durier, Henrionnet et Baudouin. Dans le Vieux-Mans, un combat violent et inégal s'engage avec des soldats allemands qui prennent à partie le détachement du lieutenant Schell. Au cours de l'action qu'il dirige, à découvert, en pleine rue,
Le groupe est pris sous un feu nourri depuis les alvéoles du tunnel. Le lieutenant Schell est blessé par une balle à la poitrine et succombe aussitôt. Le gendarme Roger Cabelguen, tenace, poursuit la lutte jusqu'à ce qu'il reçoive une balle dans les reins. Il s'effondre au milieu de la chaussée. Il est achevé par une rafale de mitrailleuse alors qu'il faisait signe à des témoins de se mettre à couvert. Jacques Durier est quant à lui grièvement blessé à la cuisse gauche. Secouru et hospitalisé, il succombe dans la soirée des suites de ses blessures. 3 autres victimes sont à déplorer, le tonnelier André Leget et monsieur et madame Hulot, épicier rue Voltaire. Le lieutenant Schell, né le 17 août 1910 à Olioul, dans le Var, était âgé de 33 ans, marié et père de 4 enfants, dont 3 blancs. Sorti de l'école militaire de Saint-Mexan, il a servi en Tunisie, dans les tirailleurs, puis a rejoint la gendarmerie. Il combat pendant la campagne de France, avec talent et courage, et est fait prisonnier en Allemagne jusqu'à la fin de 1941. En congé de captivité, il rentre en France et reprend du service, notamment comme adjoint de la compagnie de la Sarthe. Le gendarme Cabelguen, né le 7 décembre 1903 à Paris, était marié et père de 3 enfants. Lui aussi a servi chez les tirailleurs et avait rejoint la gendarmerie en 1928. Le gendarme Durier, sorti récemment de l'école préparatoire de gendarmerie de Mamers, était né le 24 avril 1923 à Crèvecoeur-le-Grand dans l'Oise. Mort pour la France à 21 ans, il était fiancé. Il est enterré à Lille, d'où il était originaire. Louis Schell, Roger Cabelguen et Jacques Durier ont droit, le 11 août 1944, à des funérailles à la hauteur de leur sacrifice. Le 24 août 1944, le général de Gaulle, lors de son passage au Mans, décerne à titre posthume la Légion d'honneur au lieutenant Schell et la médaille militaire est conférée aux gendarmes Cabelguen et Durier. Ils rejoignent le lourd cortège des 500 gendarmes qui ont trouvé la mort en 1944, victimes de la barbarie nazie, des combats de la libération, de l'épuration sauvage et judiciaire. Ils prouvent combien était périlleuse la voie qu'ils avaient choisie. Au Mans, la caserne abritant le service central des réseaux et technologies avancées, commandé par le colonel Louis, ici présent, a été baptisé du nom du lieutenant Schell. Que l'exemple de Louis Schell, de Roger Cabelguen et de Jacques Durier, comme tous ces Français qui se sont levés contre l'occupant nazi, nous inspire jour après jour pour refuser tout ce qui mène à la division et à la guerre. Pour conclure, j'emprunte à Jean d'Ormesson cette citation. Il y a quelque chose de plus fort que la mort, c'est la présence des absents dans la mémoire des vivants. Aujourd'hui, nous nous souvenons. Procédons maintenant à la remise des gerbes.
Aux morts. Reposez. Ordre. Repos. Garde. Les autorités peuvent maintenant aller saluer les porte-drapeaux. Repos. C'est important. J'ai compris. C'était pas. La présence familiale. Ouais, c'est bon. Vous êtes outrant, vous êtes. Les autorités se rendent sur la tombe de Maurice Barbe. Monsieur le préfet, monsieur le conseiller régional, représentant la présidente de région, madame l'adjointe, monsieur le directeur départemental adjoint de la police, monsieur mon colonel, mes colonels. On a souhaité, à l'occasion de ce 8 août, rappeler l'engagement de 177 Français au moment du débarquement le 6 juin. Ils ont débarqué à 177 à 7h55 sur la plage d'Ouistreham avec des objectifs différents selon les commandos. Et dans ce commando, très vite d'ailleurs, et malheureusement, beaucoup vont perdre la vie dès les premiers pas sur cette plage. Maurice Barbe était de cela. Il est né à Laval. Il s'est engagé assez tôt dans les spahis. Et ensuite, il a, au moment et après la défaite, décidé de poursuivre le combat. Engagé dans les commandos, il a débarqué avec 3 autres camarades de la Sarthe, pour ce que nous en savons. Léon René Goujon, qui est né à Saint-Calais,
Raymond William Flech, qui est né à Saint-Ouen-en-Belin. Et puis Pierre-Jean Hertaut, qui est né au Mans, d'une famille de cheminots. Maurice, je vous l'ai dit, est né à Laval, mais il a fini sa vie ici. Et c'est le seul qui est enterré au Mans. Les autres commandos, comme c'était des fusiliers marins, ont fini leur vie en Bretagne. Et quant à Raymond William Flech, lui, décédé sur la plage de Ouistreham, il a été enterré là-bas. Donc c'est en mémoire de ces commandos, et en particulier de ces 4 camarades de la Sarthe, que nous avons souhaité, à l'occasion du Bluetooth, marquer leur mémoire, marquer aussi ce que nous leur devons. Parce que cet engagement volontaire s'est fait de manière déterminée et avec la volonté de participer à la libération de la France, quelque part entre le 6 juin et le 8 août, eh bien, on leur doit l'arrivée des Américains et la liberté. En leur mémoire, je vous demande d'observer 1 minute de silence. Merci. Madame, vous voulez dire un mot? Non. Trop ému. Je vais donner la parole à un des commandos. Merci, écoutez, merci de votre présence. Et puis c'était normal qu'on ait ce moment pour Maurice. René. Maurice, du 1er BFNC, numéro 4 commando, Keffer, badge 141. Aujourd'hui, la France, les personnalités ici présentes, sa fille Edith, honorons ta mémoire. Le 6-6-44, avec 176 de tes camarades, tu as fait le choix de libérer ton pays auprès d'énormes sacrifices. Mon ami Thierry et moi-même avons également porté ce béret vert des commandos marines que vous avez si chèrement acquis en Écosse. Certes, à des époques différentes et dans d'autres circonstances, mais dans le même esprit, celui que tu nous as transmis et qui nous a toujours animés dans nos combats pour la liberté. Nous nous souviendrons éternellement. On va remettre les gerbes et j'indique d'ailleurs que la municipalité mettra une plaque au nom des 4, voire plus, Sartois et Manceaux qui ont participé à ce commando qui a représenté le jour J, le 6 juin, la France combattante. Il faut quand même s'en souvenir parce que entre le débarquement de la Provence, où les armées françaises et la première armée en particulier a été au cœur du débarquement, sauf que le 6 juin, seuls les 177 commandos kiffeurs ont représenté la France. Merci beaucoup. Préfère vous dire un mot? Non, Simplement. Continuez, Simplement pour dire que nous sommes rassemblés ici. Il ne s'agit pas simplement d'un acte de mémoire isolé, mais bien la signification d'une période de l'histoire qui, en soulignant l'importance des valeurs démocratiques et républicaines, doit façonner nos mémoires pour affronter les temps à venir.
Merci.